Dans les archives départementales de La Rochelle, un document jauni daté de 1853 rapporte un événement dont personne ne voulait parler. Un affrontement qui aurait dû rester enterré. Un maître contre son esclave. Un homme blanc contre un géant africain. Un duel qui transforma une plantation prospère en cimetière de secrets. Avant de plonger dans cette histoire troublante, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de déterrer ces histoires oubliées par le temps. L'année 1848 marque un tournant dans l'histoire coloniale française. Tandis que Paris célèbre la Révolution de février et l'abolition définitive de l'esclavage dans toutes les colonies, certaines régions d'outre-mer demeurent isolées, comme suspendues dans un temps révolu. À La Réunion, anciennement appelée île Bourbon, les plantations de canne à sucre s'étendent à perte de vue et le décret d'abolition tarde à s'appliquer réellement. C'est dans ce contexte que prospère la propriété Valcourt, située dans les hauteurs de Saint-Paul, sur la côte ouest de l'île. 500 hectares de terres volcaniques fertiles, 320 esclaves officiellement recensés et une réputation qui fait trembler jusqu'aux autorités coloniales. Le maître des lieux, Édouard Valcourt, appartient à cette catégorie de colons que même les autres planteurs craignent. Fils unique d'une famille enrichie par 3 générations de commerce triangulaire, il hérite de la plantation à l'âge de 28 ans, en 1843, après la mort subite de son père dans des circonstances jamais vraiment élucidées. La demeure principale de la plantation s'élève sur une colline, dominant les champs comme une sentinelle. Construite en pierre de lave noire et en bois précieux importé de Madagascar, elle évoque davantage une forteresse qu'une résidence. Les fenêtres sont étroites, les murs épais, et une galerie couverte encercle l'étage supérieur, offrant une vue panoramique sur l'ensemble du domaine. De là-haut, Édouard Valcourt observe, toujours. Son télescope en cuivre, posé en permanence sur un trépied, scrute les moindres mouvements dans les champs. Les esclaves de Valcourt vivent dans des cases regroupées au pied de la colline, un village de misère où 300 âmes s'entassent dans des conditions que même les inspecteurs coloniaux, pourtant peu regardants, jugent déplorables dans leurs rapports confidentiels. Mais ces rapports disparaissent systématiquement. Valcourt possède des relations à Saint-Denis, la capitale administrative, et certains fonctionnaires lui doivent leur poste. Ce qui distingue Édouard Valcourt des autres planteurs, ce n'est pas seulement sa cruauté ordinaire, celle que l'époque tolérait malheureusement avec une indifférence révoltante. C'est sa méthode, son rituel. Depuis son arrivée aux commandes de la plantation, il a instauré une pratique qui glace le sang de tous ceux qui en entendent parler. Une fois par mois, parfois plus souvent selon son humeur, Valcourt organise ce qu'il appelle des leçons d'ordre. Le principe est d'une simplicité terrifiante. Il choisit un esclave, généralement un homme dans la force de l'âge, et le provoque en duel. Pas un duel à mort officiellement. Non, un affrontement à main nue, ou parfois avec des bâtons, dans un cercle tracé à la chaux devant la maison principale. Les règles semblent équitables en apparence. Si l'esclave parvient à tenir debout plus de 5 minutes, il gagne sa liberté. Si Valcourt l'emporte, l'esclave retourne au champ avec quelques blessures et l'humiliation gravée dans la chair. Mais personne n'a jamais gagné. En 5 années, 42 hommes ont affronté Valcourt. 42 hommes se sont retrouvés au sol, le visage tuméfié, les côtes brisées, l'orgueil pulvérisé. Valcourt n'est pas un colosse. Il mesure à peine 1,75 m, possède une carrure athlétique sans être imposante. Mais il a été formé dès l'enfance par un ancien officier de la Grande Armée, maître d'armes et boxeur réputé. Chaque coup qu'il porte est calculé, précis, dévastateur. Il ne frappe jamais par rage, toujours avec méthode. Ses leçons servent un double objectif. Démontrer publiquement la supériorité physique du maître, briser psychologiquement toute velléité de rébellion. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus sombre encore. Valcourt prend plaisir à ses combats. Ses yeux brillent d'une lueur étrange lorsqu'il attache ses cheveux en arrière, retrousse ses manches et pénètre dans le cercle. Les témoins parlent d'un sourire qui n'atteint jamais ses yeux,
d'une concentration féroce, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouve jamais vraiment dans ces affrontements déséquilibrés. Les esclaves sont forcés d'assister. Tous, hommes, femmes, enfants. Ils forment un cercle silencieux autour du théâtre de violence, sous la surveillance des contremaîtres armés de fouets et de fusils. Le message est clair. Regardez, comprenez, n'oubliez jamais qui commande ici. Le printemps de 1851 apporte avec lui une chaleur étouffante et une tension palpable. Les nouvelles de l'abolition officielle circulent, malgré les efforts de Valcourt pour les étouffer. Des murmures courent dans les cases. Certains parlent de fuite vers Saint-Denis, d'autres d'une possible intervention des autorités. Mais Valcourt semble invulnérable, protégé par ses relations et par l'isolement géographique de sa plantation. C'est dans ce climat que se prépare le duel qui va tout changer. Le 23 avril 1851, un navire britannique accoste au port de Saint-Paul. Ce n'est pas inhabituel. La Réunion, située sur les routes commerciales de l'océan Indien, voit régulièrement des bâtiments de diverses nationalités faire escale pour se ravitailler. Mais ce navire transporte une cargaison inhabituelle. Officiellement, il s'agit d'un bateau marchand en provenance de Zanzibar. Officieusement, il pratique encore la traite, malgré son interdiction par la couronne britannique depuis 1833. À bord se trouvent 27 hommes et femmes originaires de la région des Grands Lacs africains, pas des esclaves, selon les documents. Des travailleurs engagés, une fiction juridique commode. Parmi eux, un homme attire immédiatement l'attention. Il se nomme Kimati. Aucun nom de famille n'est mentionné dans les registres, juste Kimati. Il mesure 2 mètres 8 centimètres. Ses épaules semblent taillées dans le granit. Son torse, large comme un tonneau, porte les scarifications rituelles du peuple Massaï. 3 lignes parallèles sur chaque joue, symbole de courage et d'initiation guerrière. Ses yeux d'un brun profond ne scillent jamais. Il a environ 30 ans, peut-être moins, peut-être plus. Personne ne le sait vraiment. Personne ne lui a demandé. Édouard Valcourt se trouve au port ce jour-là, discutant avec un négociant de Saint-Denis à propos d'une commande de machines pour sa sucrerie. Lorsqu'il aperçoit Kimati descendre la passerelle, enchaîné mais droit comme un arbre, quelque chose s'allume dans son regard. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'admiration, c'est une forme de convoitise malsaine. Le regard d'un chasseur qui vient de repérer la proie ultime. Valcourt s'approche du capitaine britannique, un certain Randolph Carver, homme rougeau à la barbe grisonnante et aux manières brutales. La négociation dure moins de 10 minutes. Valcourt offre un prix exorbitant, 3 fois la valeur habituelle d'un travailleur engagé. Carver accepte sans discuter, soulagé de se débarrasser de ce prisonnier qui a causé des troubles durant la traversée. 2 marins ont été blessés lorsque Kimati a tenté de briser ses chaînes lors d'une tempête au large de Madagascar. Le transfert se fait immédiatement. Kimati est conduit à la plantation Valcourt dans un chariot renforcé, accompagné de 4 contremaîtres armés. Durant tout le trajet, qui dure près de 3 heures sur les chemins défoncés menant vers les hauteurs, Kimati ne prononce pas un mot. Il observe. Les plantations qui défilent, les visages des autres esclaves dans les champs, les montagnes qui se dressent à l'horizon, couvertes de forêts luxuriantes. Il cherche déjà une issue. C'est évident dans la manière dont ses yeux scrutent chaque détail du paysage. À son arrivée à la plantation, Valcourt ordonne qu'on le conduise directement dans une case isolée, séparée du village des esclaves. Une petite construction en pierre, initialement utilisée comme réserve à outils, a été vidée pour lui. Une seule fenêtre, barrée de fer. Une porte massive, fermée de l'extérieur par 2 cadenas. Un lit de planches, un seau, rien d'autre. Les premiers jours, Kimati refuse toute nourriture. Les contremaîtres s'inquiètent. Un investissement aussi coûteux ne peut pas mourir de faim. Valcourt lui-même se rend à la case, accompagné d'un interprète, un ancien marin qui a vécu plusieurs années sur la côte Swahili et parle quelques dialectes d'Afrique de l'Est. La conversation est laborieuse, hachée, mais le message passe.
Tu travailleras comme les autres, finit par dire Valcourt à travers l'interprète. Ou tu mourras. C'est aussi simple que cela. Kimati fixe Valcourt longuement. Puis, dans un français rudimentaire mais compréhensible, il répond « Je ne travaillerai jamais pour toi ». Le silence qui suit cette déclaration est pesant. Valcourt ne s'attendait pas à ce que Kimati parle français. Personne ne s'y attendait. Plus tard, on apprendra que Kimati a passé 2 ans auprès de missionnaires catholiques avant d'être capturé par des marchands d'esclaves arabes, puis revendu aux Britanniques. Il comprend plusieurs langues, dont le français et l'anglais, même s'il les parle avec difficulté. Valcourt sort de la case sans un mot, mais son visage trahit une excitation mal contenue. Les contremaîtres qui l'accompagnent reconnaissent cette expression. C'est celle qu'il arbore avant ses leçons d'ordre. Le lendemain, Kimati reçoit de la nourriture. Il mange, non pas par soumission, mais par pragmatisme. Un guerrier affamé n'est pas un guerrier, il a besoin de force. Pourquoi faire? Il ne le sait pas encore précisément, mais il sait qu'un moment viendra. Un moment où une opportunité se présentera. Les semaines passent. Kimati reste enfermé dans sa case. Valcourt ne l'a pas mis au travail. Cette décision intrigue tout le monde sur la plantation. Pourquoi payer une fortune pour un homme et le laisser inactif? Les contremaîtres murmurent, les esclaves se posent des questions. Certains parviennent à apercevoir Kimati à travers les barreaux de sa fenêtre lors des distributions de nourriture. Sa présence devient une légende qui se propage de case en case. On dit qu'il est un prince Massaï. On dit qu'il a tué un lion à main nue. On dit qu'il possède une force surnaturelle. Ces rumeurs ne sont que des projections, des espoirs désespérés que quelqu'un puisse défier Valcourt. Mais Kimati n'est ni un prince ni un surhomme. C'est un homme arraché à sa terre, à son peuple, à sa vie. Un homme qui porte en lui une rage froide et patiente. Valcourt, de son côté, prépare quelque chose. Il fait installer dans la cour principale un nouveau cercle, plus grand que d'habitude. 3 mètres de diamètre, tracé à la chaux vive, remplacé chaque jour pour rester parfaitement visible. Il fait également aménager une estrade en bois du côté est du cercle, avec des sièges rembourrés. Des invitations sont envoyées, discrètement, par messagers privés, à des planteurs voisins, à des officiers coloniaux, à des marchands influents de Saint-Denis. Un événement se prépare, quelque chose de plus grand que les leçons d'ordre habituelles. Le 15 juin 1851 est une date que les survivants n'oublieront jamais. Ce matin-là, avant l'aube, toute la plantation est réveillée par les coups de cloche. Ce n'est pas l'heure habituelle du lever. Le ciel est encore noir, parsemé d'étoiles. Une fraîcheur inhabituelle flotte dans l'air, annonçant peut-être une pluie prochaine. Les contremaîtres circulent entre les cases, criant des ordres. Tout le monde à la cour principale, immédiatement. Les esclaves sortent en titubant, inquiets. Les rassemblements imprévus signifient généralement des punitions collectives. Quelqu'un a-t-il volé de la nourriture? Y a-t-il eu une tentative de fuite? Mais lorsqu'ils arrivent devant la maison principale, ils découvrent un spectacle inhabituel. Des torches ont été plantées tout autour du cercle de craie, créant un éclairage vacillant et dramatique. L'estrade en bois est déjà occupée par une dizaine de personnes. Des hommes blancs en habits élégants, certains fumant des cigares, d'autres sirotant déjà du rhum malgré l'heure matinale. Ils bavardent entre eux avec désinvolture, comme s'ils assistaient à un spectacle de théâtre. Valcourt se tient debout sur la galerie supérieure de sa demeure, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre. Ses cheveux sont déjà attachés en arrière. Il attend que tous les esclaves soient rassemblés, puis descend lentement l'escalier extérieur. Chaque marche craque sous son poids. Le silence s'installe progressivement. Une fois au pied de l'escalier, Valcourt se tourne vers la foule d'esclaves. Vous avez entendu des rumeurs, des histoires sur l'abolition de l'esclavage. Certains d'entre vous osent même rêver de liberté. Sa voix est calme, presque conversationnelle, mais elle porte loin dans la cour silencieuse. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que vaut votre liberté. Je vais vous montrer ce que valent vos rêves. Il fait un geste,
et 2 contremaîtres se dirigent vers la case isolée où Kimati est enfermé. Le bruit des cadenas qu'on ouvre résonne dans la nuit, puis la porte s'ouvre. Kimati apparaît dans l'encadrement. Les torches projettent des ombres mouvantes sur son corps massif. Il est torse nu. Ses scarifications semblent danser dans la lumière vacillante. Ses poignets et ses chevilles portent encore les marques rouges des chaînes, mais il n'est plus entravé. Un murmure parcourt l'assemblée des esclaves. Beaucoup le voient pour la première fois. Sa taille est encore plus impressionnante en personne. Il dépasse les contremaîtres de 2 têtes. Ses muscles roulent sous sa peau sombre à chaque mouvement. Les contremaîtres le poussent vers le cercle. Kimati avance lentement, observant la scène. Son regard balaye les invités sur l'estrade, puis les esclaves rassemblés, puis enfin Valcourt. Les 2 hommes se font face de part et d'autre du cercle de craie. « Voici les règles », annonce Valcourt, cette fois en français et en créole, pour que tout le monde comprenne. « Nous allons nous affronter dans ce cercle, à main nue. Si tu parviens à me vaincre, à me faire sortir du cercle ou à me maintenir au sol pendant 10 secondes, tu es libre, tu peux partir. Je te donnerai même de l'argent pour ton voyage. » Il marque une pause, savourant l'attention de tous. « Mais si je te bats, tu retournes dans ta case. Et demain, tu commences à travailler au champ comme tous les autres. » Kimati ne répond pas immédiatement. Il observe Valcourt avec une intensité troublante. Puis lentement, il entre dans le cercle. La foule retient son souffle. Les invités sur l'estrade se penchent en avant, excités. Certains sortent déjà leurs bourses, prêts à parier. Mais personne ne mise sur Kimati. L'issue semble évidente. Valcourt est invaincu. Il a humilié 42 hommes avant celui-ci. Pourtant, quelque chose est différent ce matin. Il y a une tension dans l'air qui va au-delà des affrontements précédents. Peut-être est-ce la taille de Kimati. Peut-être est-ce son regard, qui ne trahit aucune peur. Ou peut-être est-ce simplement l'intuition collective que quelque chose de décisif va se produire. Valcourt retire sa chemise, révélant un torse musclé et pâle. Il effectue quelques étirements, roule ses épaules, secoue ses bras. Des gestes qu'il a répétés des dizaines de fois. Un rituel de préparation. Kimati, lui, reste immobile. Il ne s'échauffe pas. Il se contente d'observer Valcourt comme un félin observe sa proie avant de bondir. Un contremaître s'avance avec un chronomètre en cuivre. « Vous avez jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon », annonce-t-il. C'est une autre règle de Valcourt. Ces duels ne peuvent durer que jusqu'au lever du soleil. Après cela, peu importe qui gagne, le combat s'arrête. Une règle qui ne s'est jamais appliquée. Aucun de ses adversaires n'a jamais tenu plus de 5 minutes. Le contremaître lève son bras. À mon signal. Il attend quelques secondes, savourant le suspense. Puis son bras s'abaisse. Commencez. Valcourt se déplace immédiatement, les pieds légers, les poings levés en garde classique de boxe française. Il tourne autour de Kimati en cercle concentrique, jaugeant son adversaire. C'est sa technique habituelle. Attendre, observer, repérer les faiblesses, puis frapper vite et fort là où ça fait le plus mal. Kimati ne bouge pas. Il pivote simplement sur lui-même pour garder Valcourt face à lui, mais ses pieds restent ancrés dans le sol. Sa garde n'est pas celle d'un boxeur européen. Ses bras pendent le long de son corps, détendus, mais prêts. C'est une posture de guerrier Massaï, habitué à combattre avec des lances et des boucliers, mais adaptable au combat à main nue. Valcourt feinte une attaque vers le visage, testant les réflexes de Kimati. Le géant ne bronche pas. Valcourt essaie une autre feinte, cette fois vers le torse. Toujours aucune réaction. Cela déstabilise Valcourt, ses adversaires précédents paniquaient généralement dès les premières secondes, tentant des attaques désespérées qu'il contrait facilement. Kimati, lui, attend. Le temps s'écoule. 30 secondes, 1 minute. Les invités sur l'estrade commencent à s'impatienter. Ils sont venus voir un combat, pas une danse. Quelqu'un crie. Alors, Valcourt, tu as peur. Cette provocation a l'effet escompté.
Valcourt se lance enfin dans une véritable attaque. Un direct du gauche vers le menton, suivi immédiatement d'un crochet du droit vers les côtes. 2 coups rapides, puissants, précis. C'est sa combinaison favorite. Celle qui a mis à terre des dizaines d'hommes. Mais Kimati réagit avec une vitesse stupéfiante pour quelqu'un de sa taille. Son bras gauche se lève, déviant le direct vers le menton. Son torse pivote légèrement et le crochet vers les côtes le frappe, mais sans la force complète. Valcourt sent son poing s'enfoncer dans un mur de muscles durs comme du bois. C'est comme frapper un arbre. Avant que Valcourt puisse reculer, la main droite de Kimati se referme sur son poignet. Une étreinte de fer. Valcourt tire de toutes ses forces, mais il ne peut pas se libérer. La différence de puissance physique brute est trop importante. Kimati lève Valcourt par le bras, le soulevant presque du sol, puis le projette violemment vers le bord du cercle. Valcourt roule sur lui-même et se relève immédiatement, le souffle coupé. Son poignet gauche est rouge, presque violacé à l'endroit où Kimati l'a saisi. Il secoue sa main, essayant de rétablir la circulation. Son regard a changé. Il n'y a plus de suffisance, plus de jeu. Il y a maintenant une concentration féroce et, pour la première fois, une pointe d'inquiétude. Les murmures se propagent dans la foule. Les esclaves échangent des regards incrédules. Valcourt a été repoussé. Ce n'est jamais arrivé. Sur l'estrade, les invités ne rient plus. Ils se penchent en avant, captivés. Valcourt change de tactique. Il comprend qu'il ne peut pas affronter Kimati en force. Il doit utiliser sa vitesse, sa technique. Il se met à bouger constamment, virevoltant autour de Kimati, lançant des coups rapides vers les jambes, vers les flancs, puis s'éloignant immédiatement avant que le géant puisse riposter. Cette stratégie fonctionne partiellement. Valcourt parvient à placer plusieurs coups solides, des coups qui feraient hurler de douleur un homme ordinaire. Mais Kimati encaisse sans broncher. Ses yeux ne quittent jamais Valcourt. Il tourne, lentement, méthodiquement, gardant toujours son adversaire en face de lui. 5 minutes passent, puis 10. Le contremaître avec le chronomètre semble hypnotisé par le spectacle. Il a presque oublié de surveiller le temps. Le soleil commence à poindre à l'horizon, une lueur orangée qui chasse progressivement l'obscurité. Valcourt respire bruyamment maintenant. Son torse luit de sueur. Ses coups, bien que toujours précis, perdent progressivement de leur puissance. Il commence à fatiguer. Kimati, lui, respire calmement par le nez. Il n'a presque pas bougé de sa position initiale au centre du cercle. Il a simplement encaissé, encore et encore. C'est alors que Kimati décide d'agir. Sans crier gare, il se lance en avant. Pas une charge brutale, mais un mouvement fluide et rapide. Son bras droit jaillit comme un serpent, visant la gorge de Valcourt. Le planteur parvient à esquiver de justesse, sentant les doigts de Kimati frôler son cou. Valcourt contre-attaque immédiatement, visant les reins de Kimati. Mais le géant pivote, et son coude percute la tempe de Valcourt. Le choc est brutal, Valcourt vacille, sa vision se brouille un instant. Il recule en titubant, essayant de garder son équilibre. Kimati ne le poursuit pas. Il reste au centre du cercle, observant. Cette retenue est calculée. Il pourrait probablement achever Valcourt maintenant, mais il attend. Pourquoi? Peut-être veut-il briser l'homme psychologiquement avant de le vaincre physiquement. Peut-être veut-il que tous les témoins voient bien ce qui se passe. Que l'invincible Valcourt est vulnérable. Valcourt reprend ses esprits, sa tempe saigne légèrement. Il touche la plaie, regarde le sang sur ses doigts. Son visage se durcit. La peur laisse place à la rage. Une rage froide, dangereuse. Il se jette sur Kimati avec une furie désespérée, lançant une série de coups sans pause, visant la tête, le torse, les bras, tout ce qui est à portée. Kimati se protège, ses avant-bras encaissant la majorité des coups. Mais quelques-uns passent. Un coup atteint son arcade sourcilière, ouvrant une coupure. Un autre percute ses côtes avec un craquement inquiétant. Kimati grimace pour la première fois, accusant le coup. Les deux hommes se battent maintenant avec une intensité terrible. Ils sont tous deux blessés, tous deux épuisés,
Mais aucun ne recule. Le cercle de craie semble rétrécir autour d'eux. Leurs corps se heurtent, se repoussent, se cherchent dans une danse mortelle. Le soleil émerge complètement à l'horizon, baignant la scène d'une lumière dorée. Le contremaître consulte son chronomètre, puis regarde le ciel. Le temps est écoulé. Selon les règles de Valcourt, le combat devrait s'arrêter, mais personne n'ose intervenir. Personne ne veut briser ce moment. C'est Kimati qui porte le coup décisif. Il feinte une attaque vers la gauche, forçant Valcourt à se découvrir, puis son poing droit s'abat comme un marteau sur la clavicule du planteur. Le craquement résonne dans toute la cour. Valcourt hurle, un cri de douleur pure qui glace le sang de tous les témoins. Il s'effondre sur un genou tenant son épaule droite. Sa clavicule est brisée, c'est évident dans la manière anormale dont son épaule pend. Son visage est blême, couvert de sueur froide. Il tente de se relever, mais ses jambes ne répondent plus. La douleur est trop intense. Kimati se tient au-dessus de lui, immense, silencieux. Il pourrait le finir. Un coup de pied à la tête, et Valcourt serait inconscient, peut-être mort. Mais Kimati ne bouge pas. Il attend. Attend que Valcourt reconnaisse sa défaite. Les secondes s'étirent comme des heures. Le silence est assourdissant. Puis, lentement, Valcourt lève sa main gauche, la seule qu'il peut encore bouger. C'est un geste d'abandon, de soumission. Un rugissement collectif s'élève de la foule des esclaves, un mélange de joie, de soulagement, d'incrédulité. L'impossible vient de se produire. Valcourt a été vaincu. Le maître invincible est à terre, brisé. Sur l'estrade, les invités sont pétrifiés. Certains ont le visage rouge de colère, d'autres sont livides. Un planteur se lève brusquement et quitte les lieux sans un mot, scandalisé par ce qu'il vient de voir. Le spectacle qui devait démontrer la supériorité du maître blanc s'est transformé en son exact opposé. Deux contremaîtres se précipitent pour aider Valcourt à se relever. Il les repousse violemment de sa main valide, malgré la douleur atroce que ce mouvement provoque. Il ne veut pas paraître faible, pas devant ses esclaves, pas devant ses pairs. Il se lève en titubant, maintenant son épaule brisée contre son torse. Son regard se rive sur Kimati. Il y a dans ses yeux une haine pure, mais aussi quelque chose d'autre. Du respect, peut-être, ou simplement la reconnaissance d'une réalité qu'il ne peut plus nier. « Tu as gagné », dit-il d'une voix rauque. « Selon mes propres règles, tu es libre. » Kimati ne répond pas. Il sort du cercle de craie, laissant des empreintes de pieds ensanglantés dans la poussière. Ses pieds sont blessés. La craie vive a brûlé sa peau durant le combat. Mais il marche droit, la tête haute. Valcourt donne des ordres au contremaître, sa voix tremblante de douleur et d'humiliation. Donnez-lui des vêtements, de la nourriture, et 50 francs, comme je l'ai promis. Les contremaîtres hésitent, ils n'ont jamais eu à appliquer cette partie du règlement. Valcourt hurle, « Obéissez maintenant !» On conduit Kimati vers une remise où on lui donne une chemise et un pantalon usagés, mais propres. On lui tend également une sacoche contenant quelques provisions et l'argent promis. Tout cela se passe dans un silence tendu. Les contremaîtres le regardent avec un mélange de peur et de curiosité. Kimati enfile les vêtements. C'est la première fois qu'il porte des habits européens. Ils sont trop petits pour lui, tirant aux coutures, mais il ne s'en soucie pas. Il prend la sacoche, vérifie son contenu d'un coup d'œil rapide, puis se dirige vers le chemin qui descend de la plantation. Les esclaves forment une haie silencieuse sur son passage. Certains tendent la main pour le toucher, comme s'il était une figure mythique. D'autres pleurent. Beaucoup le regardent simplement avec une admiration mêlée d'envie. Il est libre. Il a fait ce que personne n'avait réussi avant lui. Kimati marche sans se retourner. Ses pas sont lourds mais réguliers. Il disparaît progressivement dans la courbe du chemin, avalé par la végétation luxuriante qui borde la route. Derrière lui, sur la plantation, le chaos commence à s'installer. Valcourt a été transporté dans sa chambre par ses contremaîtres. Un médecin est envoyé chercher en urgence à Saint-Paul. Les invités quittent la propriété les uns après les autres, gênés, furieux pour certains. Ils ne parleront pas de ce qu'ils ont vu.
Trop embarrassant, trop dangereux pour l'ordre social. Mais les esclaves, eux, parlent. Les murmures se transforment en conversations animées dès que les contremaîtres ont le dos tourné. L'histoire du géant Massaï qui a vaincu le maître cruel se propage comme une traînée de poudre. Elle s'étend au-delà de la plantation Valcourt, portée par les esclaves qui travaillent temporairement sur d'autres domaines, par les domestiques qui accompagnent leur maître à Saint-Denis, par les pêcheurs qui échangent des nouvelles le long de la côte. En quelques jours, toute l'île connaît l'histoire. Les versions varient. Certaines exagèrent la taille de Kimati, lui attribuant 3 mètres de haut. D'autres prétendent qu'il a brisé les 2 bras de Valcourt. Mais le cœur du récit reste le même. Un esclave a défié son maître et a gagné. Cette histoire devient un symbole, un espoir. Dans les plantations de la Réunion, où l'abolition tarde à s'appliquer réellement malgré les décrets parisiens, le nom de Kimati est murmuré avec révérence. Il représente la possibilité qu'un homme, même dans les chaînes, puisse reconquérir sa dignité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui suit est moins connu, presque entièrement effacé des mémoires. Seuls quelques documents fragmentaires, découverts des décennies plus tard dans les archives départementales, permettent de reconstituer les événements. Kimati ne quitte pas l'île. Il aurait pu. Avec l'argent de Valcourt, il aurait pu payer un passage sur un navire marchand vers Madagascar ou vers le continent africain. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Personne ne le sait avec certitude. Peut-être se sent-il une responsabilité envers les autres esclaves de la Réunion. Peut-être n'a-t-il tout simplement nulle part où aller. Sa terre natale est à des milliers de kilomètres. Dans une région déchirée par les guerres tribales et les raids esclavagistes, retourner là-bas serait un suicide. Il s'installe dans les hauteurs de Saint-Paul, dans une zone forestière difficile d'accès où vivent des esclaves en fuite et des affranchis marginalisés. Une communauté invisible, non reconnue par les autorités, mais tolérée tant qu'elle reste discrète. Kimati y trouve une forme de refuge. Les habitants de cette communauté le reçoivent avec prudence au début, puis avec respect lorsque son histoire se confirme. Durant plusieurs semaines, Kimati mène une existence simple. Il aide à la construction de cases, participe aux cultures vivrières de la communauté, apprend à survivre dans cet environnement tropical si différent des savanes d'Afrique de l'Est. Il parle peu. Sa maîtrise du français s'améliore lentement, par nécessité. Mais il reste un homme à part, hanté par ses souvenirs. La nuit, lorsque les autres dorment, Kimati reste éveillé. Il observe les étoiles à travers le feuillage dense de la forêt tropicale, cherchant des constellations familières. Certaines sont les mêmes que celles qu'il voyait enfant dans les plaines d'Afrique de l'Est. D'autres sont nouvelles, étranges. Il pense à sa famille, dont il ne sait rien. Sont-ils vivants? Morts? Le cherche-t-il encore? Ces questions le rongent, mais il les garde enfouies. Montrer sa douleur serait une faiblesse, et il ne peut pas se permettre d'être faible. Dans la communauté forestière, Kimati observe les dynamiques sociales avec attention. Il y a là des hommes et des femmes de dizaines d'origines différentes. Madagascar, Mozambique, les Comores, Inde. Tous arrachés à leur terre, tous portant leurs propres cicatrices. Ils ont créé une société miniature dans ces hauteurs, avec ses propres règles, ses propres hiérarchies. Les décisions sont prises collectivement lors de rassemblements nocturnes autour du feu central. Kimati assiste à ces réunions sans parler, écoutant, apprenant. Un soir, un homme nommé Razana, originaire de Madagascar et figure respectée de la communauté, s'approche de Kimati. Razana a la cinquantaine, le visage marqué par les années et les épreuves. Il s'assoit à côté du géant Massaï et reste silencieux un long moment, fixant les braises mourantes du feu. « Tu penses à eux ?» finit-il par dire en français matiné de malgache. « Ce n'est pas une question. » Kimati ne répond pas immédiatement. Puis, lentement, il hoche la tête. « Ceux de la plantation, » précise Razana. « Tu penses qu'ils souffrent encore ?»« Ils souffrent toujours, » répond Kimati. Sa voix est basse, rauque. «
Mon départ n'a rien changé pour eux. Razana crache dans le feu. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as montré qu'on pouvait vaincre. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas assez. Ce dialogue, rapporté beaucoup plus tard par un membre de la communauté devenu affranchi, illustre le tourment intérieur de Kimati. Il a gagné sa liberté, mais au prix d'un sentiment de culpabilité écrasant. Les autres esclaves de Valcourt restent enchaînés pendant que lui vit dans la forêt. Cette injustice le consume. Pendant ce temps, sur la plantation Valcourt, la situation se détériore de manière dramatique. Le maître ne s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Sa clavicule a été remise en place par le médecin, mais elle guérit mal. Son bras droit reste partiellement paralysé. Mais surtout, c'est son autorité qui a été brisée ce matin-là dans le cercle de craie. Les esclaves ne le craignent plus de la même manière. Oh, ils obéissent encore. Les fouets et les fusils des contremaîtres garantissent une certaine discipline. Mais quelque chose a changé. Les regards sont différents, plus directs, moins soumis. Des actes de sabotage mineurs se multiplient. Des outils disparaissent. Des récoltes sont mystérieusement abîmées. Rien de majeur, rien qu'on puisse clairement attribuer à quelqu'un. Mais l'effet cumulatif est dévastateur pour l'efficacité de la plantation. Un document comptable daté du mois d'août 1851, retrouvé dans les archives, montre une chute vertigineuse de la production. La récolte de canne à sucre est en baisse de 40% par rapport à l'année précédente. Les coûts d'exploitation explosent. Valcourt doit emprunter auprès de créanciers de Saint-Denis pour payer ses contremaîtres et maintenir le domaine à flot. Ces dettes s'accumulent dangereusement. Valcourt sombre dans une paranoïa croissante. Il ne sort presque plus de sa maison. Il passe ses journées sur la galerie supérieure, scrutant les champs avec son télescope, convaincu que des complots se trament contre lui. Ses cheveux, autrefois noirs et soigneusement peignés, deviennent gris et hirsutes. Sa barbe pousse de manière inégale. Ses vêtements, toujours impeccables auparavant, portent maintenant des taches et des accrocs. Il augmente le nombre de contremaîtres, recrute même quelques mercenaires venus de Maurice pour renforcer la sécurité. Ces hommes, des vétérans des campagnes coloniales en Inde et en Afrique, sont brutaux et sans scrupules. Leur présence terrorise les esclaves, mais elle ne rétablit pas la productivité. Au contraire, la tension monte encore d'un cran. Les mercenaires battent sans raison, violents, volent. Les contremaîtres d'origine, bien que durs, avaient au moins une certaine connaissance du fonctionnement d'une plantation. Ces nouveaux venus ne connaissent que la violence pure. Le contremaître en chef, Bertrand, un homme qui travaille pour la famille Valcourt depuis 20 ans, commence à exprimer ses inquiétudes. Il voit le désastre se profiler. Dans une lettre à son frère à Saint-Denis, lettre qui sera retrouvée bien plus tard, il écrit avec une orthographe maladroite mais éloquente. Le maître n'est plus lui-même. Il voit des ennemis partout. Les nouveaux hommes qu'il a engagés sont des bêtes sauvages. Je crains que tout cela finisse dans le sang. Les esclaves parlent entre eux. Ils murmurent. Ils attendent-ils quelque chose? Je ne sais pas quoi, mais je le sens dans l'air. Le 8 septembre 1851, un événement précipite la catastrophe. 3 esclaves tentent de s'enfuir durant la nuit. Ce sont 2 frères, Armand et Louis, nés sur la plantation, et une jeune femme nommée Céleste, arrivée de Madagascar 5 ans plus tôt. Ils sont rattrapés par les contremaîtres dans les collines à quelques kilomètres de la plantation. Les chiens ont suivi leur piste facilement. Ils n'ont opposé aucune résistance. Selon la coutume brutale de l'époque, ils doivent être punis publiquement pour servir d'exemple. Valcourt ordonne que les 3 soient flagellés devant toute la plantation. 50 coups de fouet chacun. Une sentence qui équivaut souvent à une condamnation à mort. Peu d'hommes ou de femmes survivant à une telle brutalité. Le médecin local, appelé pour assister à la punition afin de vérifier que les condamnés ne meurent pas pendant le supplice, proteste mollement. Valcourt le menace de représailles s'il intervient. Les préparatifs sont faits avec une minutie sinistre. Un poteau est dressé au centre de la cour principale. Les esclaves sont rassemblés, comme lors du duel contre Kimati.
Mais cette fois, l'atmosphère est différente. Il n'y a pas l'excitation malsaine des invités venus assister à un spectacle. Juste une terreur sourde, palpable. Les 3 condamnés sont amenés, les mains liées dans le dos. Céleste pleure silencieusement. Armand et Louis marchent la tête basse. Ils savent qu'ils vont probablement mourir. La foule des esclaves les regarde avec un mélange de pitié et de peur. Chacun se dit que cela pourrait être lui au poteau. Mais lorsque le premier homme, Armand, est attaché au poteau, lorsque le mercenaire en charge de la punition déroule son fouet avec un sourire cruel, quelque chose d'inattendu se produit. Une voix s'élève de la foule. Non. C'est un mot simple, mais prononcé fermement, clairement. Tous les regards se tournent vers celui qui a parlé. C'est un homme d'une 40aine d'années, originaire du Mozambique, arrivé sur l'île 20 ans plus tôt. Il s'appelle Saïd. C'est un des anciens de la plantation, respecté par les autres esclaves pour sa sagesse et sa force de caractère. Il a été témoin de dizaines de punitions au fil des années, il a vu mourir des amis sous le fouet. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui refuse de rester silencieux. Non, répète-t-il faisant un pas en avant. Plus jamais. Le mercenaire se tourne vers lui, surpris. Personne n'ose jamais interrompre une punition. C'est un sacrilège, une violation de l'ordre établi. Il regarde vers Valcourt, qui observe la scène depuis la galerie de sa maison. Le planteur, appuyé contre la balustrade avec son bras valide, fait un geste impérieux. Frappez-le aussi. 20 coups pour insubordination. Mais avant que le mercenaire puisse bouger, d'autres voix s'élèvent. Non. C'est une femme âgée qui a vu 3 de ses enfants vendus à d'autres plantations. Puis une autre voix. Non. Un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. Non. Un vieillard courbé par les années de travail au champ. Non. 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 C'est une cascade de refus. Pas une révolte violente. Pas une charge désespérée, juste un refus collectif, calme mais inflexible. Les voix se multiplient jusqu'à former un chœur sourd, répétitif. Non. 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 Certains le disent en français, d'autres en créole, d'autres encore dans leur langue d'origine. Mais le sens est universel. Les contremaîtres et les mercenaires lèvent leurs armes, prêts à tirer. Ils sont 12 face à 300. L'équilibre des forces, habituellement maintenu par la peur et la violence, bascule soudainement. Les esclaves ne bougent pas. Ils ne chargent pas, ne brandissent pas d'armes improvisées. Ils restent simplement là, debout, formant un mur humain silencieux, mais inébranlable. C'est un moment suspendu dans le temps. Personne ne sait ce qui va se passer. Une fusillade pourrait éclater. Des dizaines de personnes pourraient mourir. Le mercenaire en charge de la punition lève son fusil, visant Saïd. Son doigt se crispe sur la détente. Mais quelque chose le retient. Peut-être est-ce la détermination absolue qu'il lit dans les yeux de l'esclave. Peut-être est-ce la conscience que tirer sur un seul homme déclencherait une véritable révolte, que même 12 fusils ne pourraient pas contenir. Valcourt, depuis sa galerie, voit son monde s'effondrer. Il hurle des ordres, mais sa voix se perd dans le silence pesant. « Tirez, tirez sur eux, je vous l'ordonne. » Mais les mercenaires ne bougent pas. Ils ont participé à des massacres en Afrique et en Asie, mais quelque chose dans cette résistance passive les déstabilise. Ce n'est pas une bataille qu'ils savent combattre. Valcourt tente de descendre lui-même, de reprendre le contrôle physiquement, mais son bras blessé le handicape trop. Il trébuche dans l'escalier, manque de tomber, se rattrape de justesse. Cette démonstration pathétique de sa faiblesse physique achève de détruire ce qui reste de son autorité. Il est prisonnier de sa propre infirmité, spectateur impuissant de la désintégration de son pouvoir. Finalement, c'est Bertrand, le contremaître en chef, qui prend une décision. Il regarde longuement la scène. Les 3 condamnés attachés au poteau. Les 300 esclaves immobiles, unis dans leur refus. Les mercenaires hésitants, leurs fusils pointés mais leurs doigts tremblants sur les détentes. Valcourt hurlant depuis sa galerie. Et il comprend que tout est fini, que continuer ne mènera qu'au bain de sang.
Et probablement pas dans le sens que Valcourt espère. Il abaisse lentement son fusil. « Détachez les prisonniers », ordonne-t-il à voix basse à ses hommes. Les autres contremaîtres le regardent avec stupéfaction. L'un d'eux, un jeune recruté récemment, proteste. « Mais monsieur Bertrand, les ordres du maître. »« Les ordres du maître vont tous nous faire tuer », coupe Bertrand sèchement. « Détachez-les, maintenant !» Les 3 esclaves sont libérés de leurs liens. Ils titubent, incrédules, s'attendant à moitié à ce que ce soit un piège cruel. Mais non. Bertrand leur fait signe de rejoindre la foule. Ils courent, enjambent le cercle de spectateurs et disparaissent parmi leurs compagnons. La foule s'ouvre pour les accueillir, puis se referme sur eux comme une marée protectrice. Personne ne crie victoire. Personne ne célèbre. Il y a juste un soulagement palpable, mêlé à une tension qui ne retombe pas complètement. Les esclaves savent que ce moment est précaire, fragile. Un faux mouvement, un geste trop audacieux, et les fusils pourraient encore cracher leur mort. Bertrand fait un geste aux autres contremaîtres et mercenaires. Rentrez à la maison des gardes, laissez-les retourner aux cases. Les hommes armés obéissent avec un mélange de soulagement et de confusion. Ils reculent lentement, gardant leurs armes levées, puis se dispersent. La foule des esclaves reste encore quelques instants, attendant de voir si c'est vraiment terminé. Puis, progressivement, elle se dissout aussi. Les gens retournent vers leurs cases, parlant à voix basse, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Saïd, l'homme qui a prononcé le premier « non », reste debout au centre de la cour désormais vide. Il regarde vers la galerie où Valcourt est toujours visible, agrippé à la balustrade, le visage déformé par la rage et quelque chose qui ressemble à du désespoir. Leurs regards se croisent. Aucun des deux ne dit un mot. Mais un message passe. Le monde ancien est mort. Ce qui vient ensuite est incertain, mais il ne sera plus jamais comme avant. Les jours suivants sont étranges, presque irréels. Les esclaves retournent au champ, mais le rythme de travail ralentit considérablement. Les contremaîtres n'osent plus imposer les cadences habituelles. Quand quelqu'un traîne, ils regardent ailleurs. Quand une tâche est mal faite, ils ne punissent pas. Un équilibre précaire s'installe, où chacun fait semblant que tout est normal, tout en sachant que rien ne l'est. Valcourt reste enfermé dans sa maison, refusant de voir qui que ce soit, sauf le médecin qui vient changer ses pansements. Des rumeurs circulent parmi les contremaîtres. Certains parlent de quitter la plantation avant que la situation n'empire davantage. D'autres évoquent la nécessité de faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre. Les mercenaires, dégoûtés par ce qu'ils perçoivent comme de la lâcheté, partent les uns après les autres, exigeant d'être payés immédiatement. Valcourt doit vendre des objets précieux pour honorer leurs gages. Mais l'armée ne viendra pas. Les autorités coloniales de Saint-Denis ont leurs propres problèmes. L'application du décret d'abolition crée des tensions partout dans l'île. Des planteurs protestent, d'autres négocient des périodes de transition. Certains tentent même de contourner la loi en transformant leurs esclaves en engagés par des contrats léonins. Le gouverneur ne veut pas déclencher une crise majeure pour un seul domaine, aussi prospère ait-il été autrefois. C'est dans ce contexte de délabrement accéléré que Kimati réapparaît. La nouvelle de ce qui s'est passé le 8 septembre est parvenue jusqu'à la communauté forestière. Un esclave, profitant du relâchement de la surveillance, a fait le voyage jusqu'aux hauteurs pour raconter les événements. Lorsque Kimati entend le récit, quelque chose change dans son regard. Razana, l'ancien malgache, le voit immédiatement. « Tu vas y retourner », dit-il simplement. Kimati hoche la tête. Ils ont besoin de voir qu'il existe une autre voie. C'est dangereux. Valcourt pourrait te faire tuer. Officiellement, tu es un homme libre, mais dans sa tête, tu restes un esclave qui l'a humilié. Je sais. Mais je dois y aller. Razana soupire, puis sourit légèrement. Alors tu n'iras pas seul. Le groupe qui se forme est composé d'une dizaine de personnes. Des hommes et des femmes de la communauté forestière qui ont entendu parler de ce qui se passe à la plantation Valcourt et qui veulent t'aider. Ils ne sont pas armés, du moins pas visiblement. Quelques bâtons de marche, quelques couteaux de travail dissimulés. Mais ce n'est pas une expédition militaire.
C'est une délégation. Ils descendent des hauteurs au petit matin, lorsque la brume enveloppe encore les collines. Leur progression est lente mais déterminée. Kimati marche en tête, sa silhouette massive reconnaissable même de loin. Certains paysans qui les voient passer depuis leurs champs font des signes de la main. L'histoire du géant Massaï s'est répandue partout. Il est devenu une figure légendaire. Lorsqu'ils arrivent en vue de la plantation Valcourt, vers la mi-journée, ils s'arrêtent un instant. Kimati observe les lieux. Rien n'a vraiment changé en apparence. Les champs de canne, les cases des esclaves, la grande maison sur sa colline. Mais il sent que quelque chose est différent. L'atmosphère, une tension électrique dans l'air. Ils reprennent leur marche, descendant ouvertement le chemin principal. Les premiers à les voir sont des enfants qui jouent près des cases. Ils courent, criant avec excitation. Le géant est revenu. Les adultes sortent de leurs abris, incrédules. Certains pensent d'abord que c'est une hallucination collective. Mais non, c'est bien lui, en chair et en os, marchant vers la cour principale comme s'il ne craignait rien. Les contremaîtres, alertés par le remue-ménage, se précipitent avec leurs armes. Ils entourent le groupe de Kimati, fusil braqué. Bertrand, le contremaître en chef, s'avance. Il reconnaît immédiatement le géant Massaï. Son visage trahit un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemble à du respect. « Que viens-tu faire ici ?» demande-t-il sans hostilité apparente. Kimati lève les mains, paumes ouvertes, dans un geste de paix. « Nous sommes venus parler », dit-il en français, articulant lentement chaque mot. « Pas pour combattre, juste pour parler. » Bertrand hésite. La situation est délicate. Officiellement, Kimati est un homme libre. Il a gagné ce statut selon les propres règles de Valcourt. Le renvoyer ou lui faire du mal pourrait avoir des conséquences légales, aussi dysfonctionnelles que soient les lois coloniales. Mais le laisser entrer et parler à Valcourt directement, c'est prendre une responsabilité énorme. « Attends ici », finit-il par dire. « Je vais voir si le maître accepte de te recevoir. » Kimati et son groupe s'arrêtent au bord de la cour principale. Les esclaves de la plantation commencent à se rassembler autour d'eux, d'abord timidement, puis de plus en plus nombreux. Ils veulent voir le géant de près, toucher l'homme qui a vaincu le maître cruel. Des murmures circulent. « C'est vraiment lui ? Regarde comme il est grand. Il est revenu pour nous aider. » Bertrand monte à la maison principale. Il trouve Valcourt dans son bureau, entouré de papiers froissés et de bouteilles vides. Le planteur boit beaucoup ces derniers jours, c'est évident dans ses yeux rouges et ses gestes maladroits. « Quoi encore ?» grogne Valcourt sans lever les yeux. « Le Massaï est revenu. Kimati. Il demande à vous parler. » La réaction de Valcourt est explosive. Il se lève d'un bond, renversant sa chaise. « Quoi ? Il ose revenir ici ? Arrêtez-le. Enchaînez-le. Je vais... » « Monsieur, » coupe Bertrand avec fermeté, « il est libre, vous l'avez libéré vous-même, et il est venu avec des témoins. Si nous lui faisons du mal, il y aura des conséquences. » Valcourt vacille, se rattrape au bord du bureau. La rage cède progressivement place à quelque chose d'autre, une curiosité malsaine peut-être, ou simplement la résignation d'un homme qui sait qu'il n'a plus rien à perdre. « Qu'il monte !» finit-il par dire d'une voix éteinte. Seul, pas ses compagnons. Bertrand redescend et transmet le message. Kimati hoche la tête et commence à gravir les marches vers la galerie supérieure. Chaque pas est lent, mesuré. Il monte comme on monte à l'échafaud ou au tribunal, avec dignité, mais sans illusion. Valcourt l'attend sur la galerie, appuyé contre la balustrade. Il est méconnaissable par rapport au maître arrogant du duel. Amaigri, le teint grisâtre, le bras droit pendant mollement le long de son corps. Ses cheveux gris sont en désordre, sa barbe mal taillée, ses vêtements froissés et tachés. Il regarde Kimati avec un mélange de haine, de peur et de quelque chose qui pourrait être du respect. « Que veux-tu » demande-t-il d'une voix rauque. Kimati reste debout face à lui, droit comme un pilier. Il prend son temps avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Je viens proposer quelque chose, » dit-il finalement. « Tu ne peux plus gérer cette plantation.
Tout le monde le sait. Tes esclaves ne te craignent plus. Tes contremaîtres doutent. Tes pairs te méprisent. Tes créanciers attendent. Chaque mot est une lame plantée dans la fierté déjà exsangue de Valcourt. Il serre son poing valide jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, mais il ne répond pas. Il sait que c'est vrai. Laisse-les partir, continue Kimati. Tous, libère-les officiellement. Accepte ce que la loi française impose de toute façon, et peut-être pourras-tu négocier avec eux pour qu'ils restent travailler ici, mais comme hommes libres, avec un salaire. Peut-être pourras-tu sauver quelque chose de ta plantation. Sinon, elle mourra. Et toi, avec elle. Le silence qui suit cette proposition est lourd, presque physique. C'est une idée révolutionnaire pour l'époque, du moins dans cette région. Quelques planteurs progressistes à Maurice et à La Réunion ont commencé à expérimenter ce système, mais il reste minoritaire. La plupart des colons voient l'abolition comme la fin de leur monde, pas comme une opportunité de transformation. Valcourt ricane amèrement. Et pourquoi ferais-je cela? Par bonté d'âme? Parce qu'un esclave fugitif me le demande? Non, répond Kimati calmement. Parce que c'est ta seule chance de survie. Regarde-toi, tu te détruis. Cette plantation te détruit. La haine que tu portes te détruit. Si tu continues ainsi, dans 6 mois, tu seras mort ou ruiné. Probablement les deux. Ce n'est pas une menace directe, c'est une prédiction. Et tous ceux qui sont présents, y compris Bertrand qui écoute au pied de l'escalier, savent qu'elle est vraie. Les semaines qui suivent cette confrontation restent obscures, enveloppées dans une brume d'incertitude que même les archives les plus méticuleuses ne parviennent pas à dissiper complètement. Les documents officiels de l'époque deviennent confus, contradictoires, comme si plusieurs versions de la réalité tentaient de coexister dans les registres poussiéreux de l'administration coloniale. Un document daté du 26 septembre 1851, signé de la main tremblante d'Édouard Valcourt, enregistre la libération de 68 esclaves. Pas tous, juste 68, choisis selon des critères qui restent opaques. Certains sont âgés, d'autres malades, quelques-uns sont des enfants. C'est un premier pas, minuscule, presque insultant dans sa timidité. Mais c'est un pas. D'autres papiers, découverts dans un carton différent des archives départementales, suggèrent que la plantation a été placée sous une forme de tutelle administrative informelle. Un comptable de Saint-Denis, nommé Laurent Duchamp, commence à apparaître dans les registres comme administrateur provisoire. Il semble avoir été envoyé par les créanciers de Valcourt pour tenter de sauver ce qui peut l'être de l'investissement. Ses notes personnelles, conservées par ses descendants et données aux archives dans les années 1960, dressent un portrait glaçant de la situation. « Je suis arrivé à la propriété Valcourt le 3 octobre », écrit-il dans un rapport daté du 15 octobre 1851. L'état des lieux est catastrophique. Les champs sont à moitié abandonnés. Les équipements de la sucrerie sont endommagés par le manque d'entretien. La discipline est inexistante. Le maître lui-même est dans un état lamentable, alternant entre des crises de rage et des périodes d'apathie complète. Il boit énormément et refuse la plupart du temps de discuter des affaires de la plantation. Les esclaves travaillent quand bon leur semble et les contremaîtres n'osent plus rien imposer. J'ai tenté de rencontrer ce Kimati dont tout le monde parle, mais il semble s'être évanoui dans la nature après sa visite dramatique du mois précédent. Ce témoignage est crucial car il confirme plusieurs éléments clés. Premièrement, que Kimati est effectivement revenu et a confronté Valcourt. Deuxièmement, que la plantation est en pleine décomposition. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, que Kimati a disparu de nouveau après cet épisode. Duchamp tente pendant plusieurs mois de redresser la situation. Il négocie avec les anciens esclaves, proposant des contrats de travail qui, bien que léonins selon les standards modernes, sont révolutionnaires pour l'époque. Un salaire mensuel minuscule, le droit de cultiver un petit lopin de terre pour leur usage personnel, et la promesse qu'aucune violence physique ne sera exercée contre eux. Environ 150 personnes acceptent ces termes. Les autres quittent la plantation.
certains rejoignant les communautés des hauteurs, d'autres tentant leur chance à Saint-Denis ou dans d'autres parties de l'île. Valcourt lui-même devient une ombre. Les témoignages de ceux qui le voient durant cette période le décrivent comme un homme brisé, vieilli prématurément. Il a 41 ans mais en paraît 60. Ses cheveux sont devenus complètement blancs. Il ne sort presque plus de sa chambre. Le médecin qui le visite en novembre 1850 et un note dans son carnet. Le patient souffre de mélancolie profonde. Il refuse de s'alimenter correctement. Son bras droit est maintenant complètement paralysé. Il parle seul, évoquant constamment un géant qui l'aurait maudit. Je crains pour sa santé mentale. La référence à une malédiction est intéressante. Elle suggère que Valcourt, dans sa déchéance, a commencé à attribuer une dimension quasi surnaturelle à Kimati. C'est une façon pour son esprit de rationaliser l'irrationalisable pour lui. Comment un simple esclave a-t-il pu le vaincre? Comment son autorité absolue s'est-elle effondrée si rapidement? Dans l'impossibilité d'accepter la réalité, celle de sa propre brutalité et de l'insoutenabilité du système esclavagiste, Valcourt se réfugie dans une forme de pensée magique. En janvier 1852, la plantation Valcourt est officiellement mise en vente. L'annonce paraît dans le journal Le Courrier de la Réunion. Propriété de 500 hectares à Saint-Paul, comprenant terres arables, sucreries et dépendances. Prix à débattre. S'adresser à Maître Fontaine, notaire à Saint-Denis. Le prix demandé est dérisoire, 1/10 de ce que la propriété valait 5 ans plus tôt. Mais même à ce tarif, il n'y a pas d'acheteur. La réputation de la plantation la précède. Personne ne veut hériter de ce lieu maudit, de cette terre imprégnée de violence et de haine. Finalement, en avril 1852, un consortium de 3 marchands de Saint-Denis rachète la propriété pour une bouchée de pain. Leur intention n'est pas de maintenir la plantation en activité, mais de démanteler les équipements de la sucrerie et de revendre les terres par parcelles. C'est la fin de la plantation Valcourt telle qu'elle existait. Quant à Édouard Valcourt lui-même, son destin devient encore plus obscur après la vente. Son nom apparaît une dernière fois dans les registres officiels le 8 mai 1852, lorsqu'il signe l'acte de vente définitif en présence du notaire Fontaine. Le notaire note dans la marge du document. Le vendeur paraissait absent, hébété. Il a signé sans poser de questions sur le prix ou les conditions. Il a simplement demandé si cette signature le libérait de ses dettes. Après cette date, plus rien dans les archives officielles. Aucune trace de décès enregistrée à La Réunion. Aucune mention d'un départ vers la métropole ou vers une autre colonie. Édouard Valcourt s'évanouit simplement des documents, comme s'il avait cessé d'exister administrativement. Les rumeurs, en revanche, foisonnent. Plusieurs versions circulent dans les décennies qui suivent. Selon une première version, recueillie par le missionnaire que nous avons mentionné précédemment, Valcourt aurait effectivement quitté l'île pour Madagascar fin 1852. Il aurait tenté de se refaire là-bas, peut-être dans le commerce avec les tribus locales, mais aurait été tué lors d'une attaque de bandits en 1854. Cette version n'est étayée par aucun document, mais elle est mentionnée dans plusieurs lettres de l'époque. Une deuxième version plus sombre prétend que Valcourt serait devenu fou et aurait été interné dans un asile à Saint-Denis. Il existerait effectivement des registres d'un asile privé tenu par des religieuses dans la capitale. Et ces registres mentionnent un patient V, colon ruiné, admis en juin 1852 pour troubles mentaux graves. Le patient serait mort en 1855 de pneumonie. Mais l'identification n'est pas certaine, le nom complet n'étant jamais inscrit pour protéger la confidentialité des familles. Une troisième version, encore plus troublante, suggère que Valcourt aurait tenté de retourner en France métropolitaine, mais que son navire aurait fait naufrage au large de Madagascar lors d'un cyclone en décembre 1852. Cette version s'appuie sur la mention d'un Valcourt E sur la liste des passagers du navire marchand l'Espérance, qui a effectivement coulé durant cette période. Mais là encore, aucune confirmation définitive.
La vérité est probablement plus banale. Valcourt, ruiné et brisé, a vraisemblablement fini sa vie dans l'obscurité, peut-être sous un autre nom, quelque part dans l'océan Indien ou en métropole. Un homme qui avait tout perdu, y compris son identité, englouti par les vagues de l'histoire comme tant d'autres acteurs du système esclavagiste lorsque celui-ci s'est effondré. Kimati, lui, reste encore plus énigmatique. Après sa réapparition spectaculaire à la plantation en septembre 1851, il semble littéralement se dissoudre dans le paysage. Les témoignages le concernant deviennent sporadiques, contradictoires, presque mythiques. Un rapport de gendarmerie daté de novembre 1853 mentionne un individu de très grande taille, probablement originaire d'Afrique de l'Est, portant des scarifications tribales, qui aurait été aperçu dans les hauteurs de Sillaos, une région montagneuse et difficile d'accès au centre de l'île. Selon le rapport, cet individu dirigeait un groupe de marrons, ces esclaves en fuite qui vivaient cachés dans les montagnes. Le gendarme écrit « Nous avons tenté d'approcher le campement, mais ils ont disparu dans la forêt avant que nous puissions les intercepter. » Les témoignages des paysans locaux décrivent leur chef comme un géant tranquille mais impressionnant, respecté de tous. Un autre document, une lettre privée datée d'août 1855, écrite par un planteur de café de Saint-Joseph à son frère en métropole, mentionne avoir employé temporairement un travailleur libre d'une stature exceptionnelle, parlant un français sommaire mais possédant une force de travail impressionnante. Le planteur ajoute « Cet homme est resté chez moi 3 mois, a accompli un travail remarquable dans le défrichage d'un nouveau champ, puis est reparti un matin sans explication. Mes autres ouvriers m'ont dit qu'il s'appelait Kimati et qu'il était célèbre dans l'île pour avoir vaincu un maître cruel en combat singulier. Je ne sais si cette histoire est vraie, mais l'homme avait effectivement des mains comme des battoirs et un regard qui commandait le respect. » Le témoignage du missionnaire que nous avons déjà évoqué, daté de 1862, offre peut-être la description la plus détaillée et la plus émouvante. Le père Augustin Berthelot, missionnaire catholique travaillant dans les Hauts de l'île auprès des communautés marginalisées, écrit dans son journal personnel, document conservé aux archives diocésaines de Saint-Denis. Le 15 juillet de cette année, j'ai rencontré un homme remarquable dans la petite communauté agricole de Dosdan, perdu dans les montagnes, au-dessus de Saint-Louis. Cet homme, dont la stature dépasse tout ce que j'ai pu voir, porte sur ses joues les marques rituelles des peuples guerriers d'Afrique orientale. Il se nomme Kimati et semble être le leader informel de cette communauté d'une trentaine de personnes, toutes d'anciennes esclaves affranchies ou fugitives. J'ai tenté de converser avec lui sur des sujets de spirituel, espérant peut-être l'amener vers la foi catholique, mais il m'a écouté poliment avant de décliner avec une dignité touchante. Il m'a dit, dans un français maintenant presque fluide bien que marqué d'un accent singulier, qu'il avait déjà été auprès de prêtres dans sa jeunesse, qu'il respectait leur foi, mais que son propre chemin spirituel était différent. Ce qui m'a le plus frappé chez cet homme, c'est sa tranquillité. Malgré sa taille imposante et sa réputation, car j'ai entendu parler de lui avant même de le rencontrer, il dégage une sérénité presque monacale. Les membres de sa communauté parlent de lui avec un respect qui confine à la vénération, non pas parce qu'il impose quoi que ce soit par la force, mais parce qu'il incarne quelque chose qu'ils ont perdu et retrouvent en sa présence. La dignité, peut-être. La certitude qu'un homme peut rester debout, même lorsque le monde conspire à le faire plier. J'ai demandé à Kimati s'il était heureux ici, dans ces montagnes si éloignées de sa terre natale. Il a réfléchi longuement avant de répondre. Finalement, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne suis pas heureux, père, mais je suis en paix. Ce n'est pas la même chose, mais c'est peut-être mieux. Ce témoignage, s'il se réfère bien au même Kimati, suggère qu'il a vécu au moins 11 ans après le duel légendaire qui l'a rendu célèbre, peut-être même plus longtemps, qu'il a trouvé une forme de stabilité dans les montagnes de la Réunion, dirigeant une communauté de gens comme lui, déracinés mais refusant de se soumettre.
qu'il a continué à incarner, par sa simple présence, une forme de résistance tranquille mais inébranlable. Après 1862, plus aucune mention fiable de Kimati. Quelques rumeurs, quelques histoires racontées au coin du feu, mais rien de documenté. Peut-être est-il mort dans ces montagnes qu'il avait faites siennes. Peut-être a-t-il finalement quitté l'île, trouvant passage sur un navire vers une destination inconnue. Peut-être a-t-il simplement changé de nom, décidant de vivre ses dernières années dans l'anonymat complet. Ce qui reste, au-delà des incertitudes factuelles, ce sont les histoires. Les récits transmis oralement de génération en génération dans les familles descendant des anciens esclaves de la Réunion. Des histoires qui parlent d'un géant venu d'Afrique, qui a défié le maître cruel et a gagné. Des histoires qui ont inspiré d'autres refus, d'autres résistances, d'autres affirmations de dignité humaine face à l'oppression. Ces histoires ont évolué au fil du temps, bien sûr. Certaines versions exagèrent la taille de Kimati, lui attribuant 3 mètres ou plus. D'autres ajoutent des éléments dramatiques qui n'ont probablement jamais existé. Mais le cœur du récit demeure constant. Un homme qui refuse de se soumettre. Un système qui s'effondre face à ce refus. Une victoire improbable qui change tout. L'historien Philippe Roussel, que nous avons mentionné au début, est le premier à tenter une reconstitution sérieuse des événements. En 1923, 72 ans après les faits, il retrouve le document jauni dans les archives départementales de La Rochelle. Pourquoi La Rochelle? Parce qu'une partie des archives coloniales de La Réunion avait été rapatriée en métropole après la Première Guerre mondiale, dans le cadre d'une réorganisation administrative. Le hasard voulut que ce document particulier, coincé entre des registres de douane et des actes notariés, se retrouve à La Rochelle plutôt qu'à Paris ou Aix-en-Provence. Roussel est immédiatement fasciné. Il passe les mois suivants à chercher d'autres traces, d'autres documents. Il écrit à l'évêché de Saint-Denis qui lui envoie une copie du journal du père Berthelot. Il retrouve des descendants de Laurent Duchamp, le comptable qui avait tenté de sauver la plantation Valcourt, et obtient accès aux notes personnelles du comptable. Il fait même le voyage à La Réunion, en 1924, où il interroge des personnes âgées dont les grands-parents ou arrière-grands-parents auraient pu connaître Kimati ou être témoins du duel. Les témoignages qu'il recueille sont troublants dans leur consistance. Un vieil homme de 92 ans, rencontré dans un village des hauteurs de Saint-Paul, affirme que sa grand-mère était présente lors du duel et qu'elle en parlait souvent jusqu'à sa mort en 1890. Elle disait que c'était le jour où le ciel avait changé de couleur, raconte le vieil homme à Roussel. Que le géant d'Afrique avait brisé quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible mais de réel, que plus rien n'avait été pareil après. Une femme de 80 ans, vivant à Saint-Louis, raconte que son arrière-grand-père avait travaillé à la plantation Valcourt dans les années précédant le duel. Il décrivait Kimati comme un géant tranquille qui ne souriait jamais mais dont les yeux brillaient quand il regardait les montagnes, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Mon arrière-grand-père disait que Kimati portait en lui toute l'Afrique et que c'est pour cela qu'il était invincible. Roussel compile ses récits dans un article de 15 pages qu'il publie dans un bulletin historique local en 1925. Le duel de Saint-Paul, histoire ou légende. L'article passe largement inaperçu à l'époque, noyé dans les préoccupations de l'entre-deux-guerres. La France se reconstruit après le conflit, l'économie vacille, les tensions politiques montent. Qui se soucie d'une histoire vieille de 75 ans, survenue dans une lointaine colonie? Mais l'article ne disparaît pas complètement. Il est conservé dans quelques bibliothèques universitaires. Quelques chercheurs le mentionnent en notes de bas de page dans des travaux sur l'histoire coloniale. Et puis, dans les années 1970, durant une période de réévaluation critique de l'histoire coloniale française, il est redécouvert. De jeunes historiens, souvent d'origine réunionnaise ou antillaise,
commencent à s'intéresser aux histoires de résistance esclave qui avaient été marginalisées ou ignorées par l'historiographie traditionnelle. L'article de Roussel refait surface. Des recherches supplémentaires sont menées. De nouveaux témoignages oraux sont collectés auprès des descendants des communautés concernées. Lentement, l'histoire de Kimati et de son duel contre Valcourt sort de l'ombre. Des historiens modernes ont tenté de vérifier les faits avec les outils contemporains. Ils ont identifié l'emplacement exact de l'ancienne plantation Valcourt, dans les collines au-dessus de Saint-Paul. L'endroit est aujourd'hui une zone semi-abandonnée, envahie par la végétation tropicale luxuriante qui reprend rapidement ses droits dans ce climat. Les murs de pierre de lave de l'ancienne maison principale sont encore debout, noircis par le temps et les intempéries. Le toit s'est effondré depuis longtemps, laissant les poutres exposées pointées vers le ciel comme des doigts accusateurs. Des fouilles archéologiques limitées ont été menées sur le site dans les années 1990 par une équipe de l'Université de La Réunion. Les archéologues ont mis au jour plusieurs objets qui témoignent de la vie sur la plantation au XIXe siècle. Des outils agricoles rouillés, fossiles et houx. Des fragments de poterie, certains d'origine européenne, d'autres clairement africains ou malgaches, témoignant de la diversité des populations qui vivaient là. Des pièces de monnaie françaises datant des années 1840 et 50. Des boutons de vêtements, des clous forgés à la main. Les restes calcinés d'une construction en bois, probablement une des cases des esclaves qui aurait brûlé à un moment donné, mais rien qui confirme directement l'histoire du duel. Pas de médaillon portant le nom de Kimati, pas de documents enterrés racontant les événements. L'archéologie, aussi précieuse soit-elle, a ses limites. Elle peut confirmer qu'une plantation existait bien à cet endroit, qu'elle était habitée par des dizaines de personnes d'origines diverses, qu'elle a été abandonnée dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais elle ne peut pas prouver ou infirmer le récit spécifique du duel. Le débat continue donc parmi les historiens. Certains, les plus sceptiques, pensent que l'histoire est largement exagérée. Une légende urbaine qui a pris des proportions mythiques au fil des décennies. Il souligne l'absence de témoignages écrits contemporains des faits, hormis quelques documents administratifs fragmentaires. Il note que les récits oraux, bien que précieux, sont sujets à déformation et embellissement au fil des générations. D'autres historiens, plus nombreux aujourd'hui, affirment que l'essentiel des faits est probablement véridique, même si les détails ont pu être romancés. Ils s'appuient sur la convergence des témoignages oraux, sur les documents d'archives qui, bien que lacunaires, sont cohérents avec le récit principal, et sur la plausibilité historique globale de l'histoire. Des duels entre maîtres et esclaves, bien que rares, sont documentés dans d'autres contextes coloniaux. L'effondrement de plantations suite à des troubles sociaux est un phénomène bien attesté dans les années précédant et suivant l'abolition. L'existence de communautés marronnes dans les hauteurs de La Réunion est un fait historique indiscutable. Ce qui est indéniable, au-delà du débat académique sur la véracité factuelle de chaque détail, c'est l'impact symbolique de cette histoire. Dans la mémoire collective de La Réunion, particulièrement dans les communautés descendant des esclaves, le duel entre Kimati et Valcourt représente un moment de basculement, un moment où l'ordre esclavagiste, malgré toute sa brutalité et son apparente invincibilité, a été défié et vaincu. Pas par une insurrection sanglante qui aurait été réprimée dans le sang, pas par une intervention extérieure de puissances abolitionnistes, mais par la force, le courage et la dignité d'un seul homme qui a refusé de se soumettre. Aujourd'hui, si vous visitez Saint-Paul, vous trouverez dans le quartier des Hauts une petite plaque commémorative installée en 1996 à l'initiative d'associations locales de préservation de la mémoire historique. Elle est fixée sur un mur de pierre à un carrefour de chemin, non loin de l'emplacement présumé de l'ancienne plantation Valcourt. La plaque est modeste, en bronze patiné par le temps et le climat tropical. L'inscription est simple, en français et en créole réunionnais. À la mémoire de Kimati, guerrier Massaï et symbole de résistance. Que son courage inspire les générations futures. Pour souvenir Kimati,
Guerrier Maasai ex-symbole résistance. Son courage y inspire tout the moon. Des fleurs fraîches sont souvent déposées au pied de la plaque. Des touristes s'y arrêtent parfois, intrigués, et demandent aux habitants locaux qui était cet homme. Les réponses varient, chacun racontant l'histoire à sa manière, ajoutant parfois des détails, en omettant d'autres. Mais le cœur du récit reste le même. Kimati est devenu plus qu'un homme. Il est devenu un symbole, une idée incarnée. La preuve vivante que même dans les circonstances les plus désespérées, la dignité humaine peut triompher. Personne ne sait vraiment si Kimati a jamais considéré la Réunion comme sa terre. Il avait été arraché à son peuple, traîné à travers l'océan, vendu comme du bétail, enchaîné et humilié. Cette île tropicale luxuriante n'avait rien à voir avec les savanes d'Afrique de l'Est où il était né, où il avait grandi, où il aurait dû vieillir entouré de sa famille et de son clan. Mais dans son refus de se soumettre, dans sa victoire improbable contre un système conçu pour le briser, il a laissé quelque chose d'impérissable dans cette terre d'exil forcé. Une preuve que la force brutale ne peut pas tout. Qu'un système, aussi bien organisé et violent soit-il, repose en fin de compte sur l'acceptation, même contrainte, de ceux qui l'oppriment. Et que lorsque cette acceptation est retirée, lorsque même un seul homme dit « non » et tient bon, les fondations mêmes du système commencent à trembler. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Pensez-vous que tout cela s'est vraiment passé, ou n'est-ce qu'une légende embellie par le temps? La vérité se situe probablement quelque part entre les faits documentés et le mythe qui s'est construit au fil des générations. Mais n'est-ce pas justement cela qui rend cette histoire si puissante? Le fait qu'elle pourrait être vraie, qu'elle soit plausible dans tous ses détails, qu'aucun élément ne défie la logique ou la réalité historique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler d'histoires similaires dans votre région? Connaissez-vous d'autres récits de résistance contre l'oppression qui méritent d'être racontés? N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire avec ceux qui aiment les mystères historiques sombres et les récits de résistance oubliés. Car ces histoires, qu'elles soient entièrement vraies ou partiellement légendaires, portent en elles des vérités profondes sur la nature humaine, sur l'oppression et sur le refus indomptable de l'esprit face à la tyrannie. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite par les puissants, les riches, ceux dont les noms remplissent les livres d'histoire officiels. Elle est aussi faite par des hommes comme Kimati, dont le nom ne serait probablement jamais apparu dans aucun registre si ce n'était pour ce moment unique. Ce duel dans un cercle de craie, ce refus de plier qui a changé le cours de dizaines, peut-être de centaines de vies. Et peut-être quelque part dans les montagnes de la Réunion, dans le bruissement du vent à travers les forêts tropicales, dans le murmure des rivières qui descendent vers l'océan, dans les ruines silencieuses de l'ancienne plantation Valcourt, les échos de ces événements résonnent encore. Pas comme des fantômes au sens surnaturel du terme, mais comme des souvenirs inscrits dans la terre elle-même, dans la mémoire collective de ceux qui y vivent, dans les histoires qui continuent à être racontées génération après génération. Car c'est cela, finalement, la vraie immortalité. Pas les monuments de marbre ou les statues de bronze qui finissent par s'éroder et tomber. Mais les histoires qui survivent, qui se transmettent, qui continuent à inspirer. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter l'histoire de Kimati, le géant Maasai qui a vaincu le maître cruel dans un duel à main nue, tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter cette histoire et en tirer force et inspiration, Kimati, d'une certaine manière, sera toujours vivant.